pour rappeler ou constater que le secrétaire d'État américain, Boulos, n'est plus intéressé sur les dossiers dans RDC, Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons en parler dans cette émission. Il y a quelque chose de louche. Maître Roger va nous en parler. Ce sont les dessous des cartes que peut-être personne ne vous a jamais annoncé. Vous allez découvrir les dossiers de la RDC a pris une autre dimension. Je parle d'abord, Maître Roger, je suis en train de montrer aux Congolais qui suivent cette émission une photo sur l'écran. On commence par là, avant de nous amener à Washington. La photo sur l'écran montre Corneille Nangaa, vous l'avez suivi. Après que les Rwandais aient confirmé que les Rwandais collaborent avec les M23, la collaboration sur le plan sécuritaire et de manière coordonnée. Aujourd'hui, la question a été récupérée par les Congolais pour dénoncer comment est-ce que les Rwandais peuvent collaborer avec les M23. Hier, Corneille Nangaa, ou avant-hier, est sorti pour nous dire que la collaboration ne veut pas dire les soutiens. Alors, est-ce que vous avez trouvé, en ce que Corneille Nangaa est en train de nous présenter, quelque chose de louche? Se reproche-t-il, lui, Corneille Nangaa, avec les Rwandais, quelque chose, ou vous avez autre lecture par rapport à ça? Et c'est cette lecture qui va nous amener à Washington DC, où nous allons ouvrir la boîte à Pandore. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons aborder ce premier sujet. Effectivement, il faut planter d'abord le décor, comme toujours. Allez-y. Le 22 décembre dernier, le 22 janvier dernier, le Congrès américain, c'est-à-dire le Parlement américain, a invité le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui a rang de Premier ministre, c'est-à-dire le secrétaire d'État. C'est lui qu'on appelle ici aux États-Unis le secrétaire d'État américain. C'est le ministre des Affaires étrangères et sur le rang protocolaire, il a un rôle comme le Premier ministre. Il a la préséance par rapport aux autres ministres, les membres des autres secrétaires d'État américains. Okay. Voilà. Alors, si c'était chez nous, donc c'est Marco Rubio. Et Marco Rubio a une de ses adjointes qui est chargée de questions africaines. C'est elle qui a été convoquée au Parlement américain afin d'être auditionnée, c'est-à-dire de présenter aux parlementaires, aux sénateurs et aux représentants, ce qu'on appelle les congressmen, à leur présenter la situation qui se passe à l'est de la RDC avec une évaluation de l'accord de paix qui avait été signé entre le Rwanda et la RDC sous la supervision de Donald Trump le 4 décembre. Okay. Alors, à l'issue de cette audition, la partie congolaise est ambassadrice, Madame Kapinga, ambassadrice de la RDC aux États-Unis, qui a présenté toute la situation, notamment les différentes violations répétées de cet accord par la partie rwandaise. Elle a présenté la situation que même le scénario de retrait de montage ou une mise en scène et que rien n'allait. Okay. Et qu'il était nécessaire de prendre des sanctions sévères, des dispositions pratiques pour faire respecter cet accord parce que Donald Trump tient à ce que cet accord soit effectivement appliqué. Okay. À l'issue de cette audition, la partie rwandaise, représentée aussi par une ambassadrice, Madame Mathilde, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, a publié un communiqué à travers lequel plutôt elle a avoué que pour la première fois, elle a avoué que le Rwanda fait une coordination sécuritaire avec le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Exactement. Un aveu qui arrive après 30 ans. Après 30 ans, que le Rwanda a toujours nié ne pas être
sur le sol congolais. Aujourd'hui, à la suite de cet accord et de cette évaluation, à la suite de différentes interventions, à la suite de différentes pressions des Américains notamment, le Rwanda a avoué publiquement qu'il faisait une coordination sécuritaire avec le M23, selon lui, seulement dans le souci de protéger ses frontières et non pour piller les minéraux, ni pour s'ingérer dans les affaires politiques internes de la RDC. Tout à fait. Dans l'entendement du Rwanda, il était question de donner un gage de bonne foi aux Américains pour leur dire, écoutez, nous collaborons, voilà d'ailleurs nous disons la vérité. Ils croyaient que cela pouvait atténuer la pression. Oui. Or, il s'est exposé et l'opinion mondialement a pu constater et relayer que voilà un aveu public. Et donc, la RDC a toujours eu raison. Félix Tshisekedi avait raison. Tous les grands médias du monde, The Washington Post, The Times, au niveau de Londres, à Paris, le France 24, TV5 Monde, tous les médias du monde ont titré à la une, enfin, le Rwanda avoue. Enfin, et ça, il croyait se débarrasser ou soit se présenter comme Mwana Malamu, et alors qu'il s'est enterré lui-même. Il s'est enterré lui-même parce que à partir de cet aveu-là, sur le plan purement juridique, la RDC a maintenant tous les éléments possibles pour charger le Rwanda pour tous les crimes, parce que maintenant, quand il dit qu'il coordonne avec le M23, c'est-à-dire que tous les crimes documentés sur la tête du M23 se partagent avec le Rwanda, officiellement. Donc la CPI peut intervenir, la Cour internationale de justice peut intervenir, et voilà. Devant cette tollée, M. Nanga, que vous avez mis sur la photo, il dit ceci, je confirme ici que nous collaborons avec les Rwandais et que nous ne collaborons pas seulement avec les Rwandais, mais aussi avec l'Ouganda. Et pour lui, il simplifie le fait de collaborer. Il dit collaboration, est-ce que en quoi ça devient grave quand on collabore? Collaboration, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous pensons là. Est-ce que vous avez une autre lecture? Comment vous avez accueilli ce message de Corneille Nangaa? Voilà pourquoi je voudrais présenter la lecture faite au niveau de notre centre et nous exposons ça à vos téléspectateurs. Premièrement, est-ce que Nanga ou Paul Kagame ou quiconque qui peut brandir un instrument juridique, une disposition juridique du droit international qui autorise à un État de collaborer avec un groupe armé étranger hostile à son voisin? Voilà. Cette collaboration n'est assise sur aucune base juridique. Il faut que Nanga commence par nous dire quel est le soubassement juridique qui permet la faisabilité d'une telle. Il pense qu'il s'agit tout simplement de la collaboration. Et selon lui, collaboration est différente de soutien. Mais cette collaboration, elle est assise sur quel appui juridique? Toutes les chartes, la charte des Nations Unies, dans son article... Nous commençons à vous perdre là un tout petit peu. Nous commençons à vous recevoir 2 sur 5. Oui, c'est très important. J'ai dit ceci. Allez-y. J'ai dit ceci. Maintenant, ça va? Ça va très bien maintenant. J'ai dit ceci. Toutes les chartes qui fondent le droit international. Premièrement, la charte des Nations Unies, dans son article 2, paragraphe 4, paragraphe 7,
interdisent ce genre de collaboration. Okay. Un État ne peut pas collaborer avec un groupe armé étranger qui menace les institutions légalement établies de son voisin. La charte de l'Union africaine, dont le Rwanda est membre. La charte de l'East African Community, l'EAC. La charte de la CIRGL, la conférence internationale sur la région du Grand Lac. Sur le Grand Lac. Ouais. L'accord cadre de Addis Abeba de 2013. Tous ces instruments juridiques interdisent aux États toute collaboration avec un groupe armé hostile à son voisin. Alors, qu'est-ce qui peut faire comprendre à M. Nanga et à M. Kagame ou à quiconque que voilà, en avance d'un crime d'ingérence et d'agression indirecte. Okay. Donc le Rwanda avoue agresser la RDC. Et je pense qu'il y a une jurisprudence entre dans la même affaire similaire, disons, entre les Américains et quel autre pays là, 1900... Entre les États-Unis et le Nicaragua. Entre les États-Unis et le Nicaragua. C'est la jurisprudence de 1986 dans l'affaire États-Unis contre le Nicaragua. La Cour internationale de justice, qui est la juridiction des Nations Unies, a jugé, concluant que ce genre de collaboration constitue un crime d'ingérence et un crime d'agression indirecte. Donc, que ce soit les chartes et tous les instruments pertinents du droit international, que ce soit la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions judiciaires déjà prononcées dans des affaires similaires, le Rwanda vient de se rendre coupable d'un crime d'agression, d'un crime d'ingérence dans les affaires intérieures d'un voisin. Et à ce titre, la RDC peut se frotter les mains pour traduire valablement le Rwanda devant les cours et tribunaux internationaux. Ça sera fait, ne vous en faites pas. Ça sera fait aujourd'hui, ça sera fait demain, ça sera fait après-demain, après des années. Donc, le Rwanda s'est mis une corde au cou, tel est pris qui croyait prendre, comme on dit. Maintenant, il reste à la RD. C'est bien cette vidéo de Nanga que vous venez de montrer la photo, ça ce sont des éléments de preuve irréfutables. Donc les gens se sont mis une corde au cou et ça ne pourra que les étrangler. Ce n'est que question de jours, question de temps. Et le temps, c'est le meilleur juge. Là, je peux dire sur cet aspect des choses. D'accord. Alors, Maître Roger Mikobi, je vous demanderai de bien ajuster votre téléphone puisque nous vous recevons par moment avec des interférences là, entrecoupées, alors qu'on a besoin de vous pour discuter de cette situation aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez bien détaillé cette situation. J'ai conclu. Oui. Concluez, nous allons à Washington. Oui. Oui. Oui, j'ai dit qu'avec cet aveu et les tentatives de Nanga de vouloir justifier ça en donnant une autre connotation, ça ne compte pas. C'est une corde au cou. Ce sont des éléments de preuve irréfutables qu'ils se sont rendus coupables. Le Rwanda s'est rendu coupable de crimes d'agression et de crimes d'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC. intérieures d'un
États voisins. Là, ils sont là, voilà. Merci beaucoup, merci. Puisque les Rwandais n'ont jamais écrit à la RDC demandant l'autorisation de collaborer avec les M23 pour traquer les soi-disant FDL. Donc ça, c'est vraiment bien clair, chers amis. Si vous n'avez pas suivi, vous allez suivre encore cette émission. On a beaucoup de matière à traiter aujourd'hui. Et bon, je vous laisse suivre l'émission. Nous allons d'abord à Washington DC, où les choses ont encore basculé. Qu'est-ce qui a fait basculer la question? Maître Roger, nous revenons sur la situation, l'accord de Washington signé entre les Rwandais et la RDC. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Désormais, il y a les vice-présidents des États-Unis d'Amérique, M. Vance, qui s'occupe de la question de la RDC et non les secrétaires d'État américains, Boulos. Quelque chose s'est passé là-bas. Est-ce que Boulos a Liembongo? Est-ce que Boulos a BBC? Est-ce que vous avez des détails? Dites-nous, les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que après avoir reçu plusieurs papiers, des informations autour de ce qui s'était passé le 4 décembre lors de la rencontre tripartite Tshisekedi Kagame face à Donald Trump, le 4 décembre, il en ressort qu'il y a eu certains incidents qui se sont passés dans le bureau ovale. Parce que certains lobbies, et notamment des lobbies pro-rwandais, avaient travaillé activement pour faire comprendre à Donald Trump que la situation allait très bien sur le terrain. Le Rwanda, oui, sur le terrain, le Rwanda a même déjà entamé le retrait de ses troupes. Il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de mort. Donc, la situation est, depuis la signature de l'accord, la situation va très bien. C'est comme ça que vous allez... Maître Roger, nous vous avons perdu. Nous vous avons perdu là. Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement? Chers amis, il y a des choses à découvrir ici dans cette situation. Un moment, Maître Roger, reprenez. C'était sur le travail des lobbying pro-rwandais qui avaient travaillé avec le secrétaire d'État américain pour convaincre Donald Trump. Pas avec le secrétaire d'État américain. Oui. Avec M. Boulos, Massad Boulos. Massad Boulos. Massad Boulos n'est pas secrétaire d'État américain. Il est envoyé spécial. Envoyé spécial, voilà. Conseiller privé de Donald Trump, et c'est lui qui a été chargé du dossier congolais. Il n'est pas secrétaire d'État américain. Non, le secrétaire d'État américain, c'est Marco Rubio. Alors, voilà, Boulos, c'est l'homme de Trump. Il a des relations privées. Il est le père du gendre de Trump et ils sont liés dans leur business familial. Alors, peu avant le 4 décembre, il y a eu des lobbies pro-rwandais qui ont travaillé sur Boulos pour faire comprendre à Trump que tout allait bien, que le Rwanda respectait déjà l'accord, il commençait déjà à l'appliquer, à Doha ça marchait très bien. C'est comme ça que Donald Trump, dans toutes ses sorties médiatiques, il ne cessait de dire qu'il a fini la guerre, tout est parfait. Et les Congolais se demandaient, mais comment ça se fait que lui parle de choses qui sont en contradiction avec la situation, la réalité sur le terrain. Ouais. Voilà. Cette dichotomie, cette incohérence venait de rapports, de faux rapports que ces lobbying-là, autour de M. Boulos, transmettaient comme monitoring ou comme feedback au niveau de M. Donald Trump, du président américain. Alors, la rencontre du 4 décembre était prévue
de manière séparée. Le président rwandais est entré le premier. Chers amis, suivez, c'est là où la situation commence. Là où notre dossier de ce soir commence, à partir d'ici. Alors, le 4 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées? J'étais à Washington, D.C. Je connais un peu, en partie, cette situation, mais allez-y, puisque vous avez des éléments nouveaux par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Vous allez voir, il y a une première photo où Paul Kagame est debout, Félix Tshisekedi assis, à côté de Félix Tshisekedi, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il y a le ministre rwandais des Affaires étrangères et il y a Madame Kaikwamba. Donc, chaque président, avec son ministre des Affaires étrangères, ils étaient là dans l'antichambre du bureau ovale, en train d'attendre. Le premier qui entre, c'est le président rwandais Paul Kagame. Il entre avec son ministre des Affaires étrangères. Ils ont conféré avec Donald Trump pendant 15 minutes. Ils ont parlé. Paul Kagame lui a dit que tout allait bien, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Depuis que l'accord a été signé, je respecte mes engagements. La situation s'améliore. Vraiment, nous vous félicitons pour votre implication. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Donald Trump s'est frotté les mains. Il a dit, bravo, je vais avoir mon prix Nobel de paix, comme il le voulait. Après, quand il est sorti, on a fait entrer le président congolais Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi entre à son tour, il donne une situation contraire à ce que Paul Kagame venait de dire. Wow. Donc, Tshisekedi a dit presque le jour et la nuit, entre les deux. Alors, c'est comme ça que Donald Trump s'est dit, tiens, qu'est-ce que j'apprends? Mais le monsieur qui vient d'être ici, il vient de me dire autre chose. Boulos m'a dit autre chose. Il a d'abord appelé Boulos. Et il a demandé à Boulos, au président congolais de répéter devant Boulos ce qu'il venait de dire. Boulos, est-ce que cela est vrai que les troupes rwandaises sont même, au moment où nous parlons, en train de menacer même la ville de Uvira et que les morts continuent à tomber, que des localités sont prises et que la crise s'accentue? Monsieur Boulos a dit oui, visiblement la situation est encore fragile et tout. Monsieur Donald Trump était dans tous ses états. Et il a rappelé d'urgence, il a demandé qu'on fasse rentrer Kagame dans son bureau. Et alors qu'il était déjà parti. Il était déjà parti parce que la rencontre s'est faite en 2 temps. Oui, chacun à son tour. Et puis tous devaient aller maintenant à l'Institut pour la paix, l'Institut Donald Trump pour la paix, pour aller maintenant paraffer les documents. Oui. Mais ça, c'est au niveau des audiences dans le bureau ovale. Et c'est ça la photo que vous avez vue en miniature là. Vous voyez le président. Je vois la photo, le président congolais accusant, il accuse complètement président Paul Kagame devant Trump. Voilà. Il lui dit, il est là. Si ce que j'ai dit est faux, qu'il vous le dise, monsieur le président. Et vous voyez comment Paul Kagame était comme une poule mouillée. Parce qu'il était attrapé la main dans le sac. Je vous jure. Donc, je vous jure. Monsieur est allé mentir sur place au bureau ovale. Avec c'est pas possible. Voilà. C'est comme ça que Donald Trump s'est fâché et il est sorti. Il serait sorti, selon nos informations, il serait sorti, il les a laissés dans la salle et il a parlé à haute voix et son colistier, son président J.D. Vance est arrivé et il a commencé à reprocher à Boulos et à Paul Kagame ce qui venait de se passer. Pourquoi ils ont rapporté des faussetés au président.
Et J.D. Vance est rentré à les convaincre Donald Trump à revenir dans la salle pour qu'il puisse partir à l'Institut pour la paix pour la deuxième étape de la journée. C'est comme ça que sur place, le président américain va demander à son vice-président J.D. Vance de s'occuper de ces dossiers. Okay. Et désormais, ces dossiers, c'est toi qui t'en occupes. Et tes téléspectateurs vont se rendre compte que depuis Washington, le 4 décembre, de plus en plus, Boulos se tient à distance du dossier congolais. Exactement. Moi aussi, je l'ai constaté, même dans ses tweets, même dans ses déclarations, il est un tout petit peu loin. Mais nous avons soupçonné Boulos. Puisqu'avant ça, il y a des signes qui ne trompent pas, que Boulos était déjà, je peux dire, acheté par les Rwandais avec la complicité de forces étrangères qui sont tous hostiles contre la RDC. En fait, déjà, peu avant la date du 4 décembre, Boulos était à Paris. Il a été rencontré Emmanuel Macron. Boulos était à Paris, il était à l'Élysée. Oui. Voilà. Il était à l'Élysée, il a été rencontré Macron. Vous savez que Boulos, c'est un Libanais. Boulos est Libanais, il est d'origine libanaise. Le Liban et la France, c'est le père et le fils et la mère. Voilà, vous voyez, le Liban, voilà, c'est le fils de la France, en quelque sorte. Et Emmanuel Macron, c'est le principal soutien du Rwanda. Donc, ils ont parlé. Ils ont fait des pressions autour de Boulos. Après ça, Boulos est parti en Belgique rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Belgique qui nous complique la situation aujourd'hui. Oui, allez-y, puisque je vous ai perdu là. Allez-y. Oui, après la France, Boulos a aussi été en Belgique, rencontrer Maxime Prevot, le ministre belge des Affaires étrangères, qui aujourd'hui est parmi ceux qui disent il ne faut pas que les États-Unis s'imposent par la force pour imposer la paix et que cette paix-là, selon eux, doit être négociée. Je ne sais pas, elle doit être négociée comment, parce que ça fait 30 ans qu'elle se négocie et elle n'arrive pas à cette paix. Mais ils disent, on doit continuer à palabrer. Il ne faut pas utiliser la méthode forte pour imposer la paix. Voyez-vous? Donc, toutes ces personnes, le Maxime Prevot, Emmanuel Macron, autour de Boulos, ça a fait un lobby anti-Kinshasa et pro-Kigali qui a tenté, en ce moment-là, de faire comprendre, de faire endormir en quelque sorte Donald Trump, alors que la situation sur le terrain était autre. Vous voyez ce que c'est? Donc, parce que, au fait, il faut que vos téléspectateurs puissent comprendre la stratégie du Rwanda aujourd'hui et de ses principaux soutiens comme Emmanuel Macron, c'est de tirer les choses en longueur, de jouer au pourrissement en attendant peut-être un départ de Trump de la Maison Blanche et peut-être un retour de ses soutiens démocrates pour que nous repartions encore pour 30 nouvelles années de colonisation de la RDC par le Rwanda. Voilà la stratégie. C'est comme ça que la situation s'est déplacée du portefeuille de Boulos vers J.D. Vance, le vice-président américain, qui aujourd'hui annonce que, à la suite de l'audition qui s'est faite au Congrès sur la situation, sur l'évaluation de la mise en exergue de l'accord, le Congrès est en train maintenant de préparer une batterie de sanctions sur le Rwanda et il dit clairement que Paul Kagame sera frappé. Voilà. Je dois préciser ici, chers amis, ce qu'il dit là, ça vient d'être publié il n'y a pas 30 minutes.
Les vice-présidents annoncent lui-même. Je vous donne cette annonce. Si vous pouvez aller sur les vice-présidents lui-même. Il annonce ceci. Je vous donne les liens. Vous pouvez lire ça. Il annonce ici comme ceci. Un moment, avant de remettre la parole à Maître Roger, qui est en train de nous expliquer des choses importantes, regardez ce que le vice-président dit. J'ai fait même une petite capture et une traduction. Il dit ceci. Il annonce au monde que, voilà, regardez, lisez ça. Il annonce au monde que, voilà, ici, ici, comment dirais-je, ici, non, ici, voilà, la capture est là. C'est le vice-président américain qui a publié ça. Il dit ceci, j'ai même mis ça en grand ou en gras. Le Congrès débat des sanctions contre le Rwanda, tandis que le vice-président Vince s'empare du dossier congolais. Et là, c'est maintenant, ils sont en train de discuter des sanctions contre le Rwanda. Mais, Maître Roger, je reviens à vous. Je laisse cette publication ici, c'est en anglais, les gens peuvent juste copier les liens, aller sur Google, il va vous envoyer sur la publication tout de suite. Quand le Congrès a appelé les congressistes, il leur a dit, venez, nous allons discuter de la question de la RDC puisque les choses semblent traîner. Et dans ces congrès, il y a un sénateur qui a demandé à ce que les noms de Boulos ne soient plus cités dans l'affaire RDC-Rwanda. Et voilà, est-ce que c'est ce qui nous a conduit à cette action aujourd'hui ou il y a quelque chose d'autre qu'on reproche à Boulos? Et quelles sont les sanctions éventuelles sur lesquelles parlons sanctions? Allez-y, vous avez la parole. Oui. En fait, lors de l'audition au niveau du Congrès, il y a une congressman qui avait dit clairement, demandant à la sous-secrétaire d'État américain, l'adjointe de Marco Rubio, en lui demandant que le dossier soit définitivement déchargé de main de Boulos et que ce dossier soit confié à quelqu'un d'autre. Parce que ces congressmen connaissent, elle d'ailleurs, elle avait dit que Boulos, déjà même, il est occupé à beaucoup d'autres dossiers, au Soudan, au dossier du Soudan, à plusieurs dossiers du Moyen-Orient. Donc, il est temps qu'on cherche quelqu'un d'autre pour faire avancer ce dossier parce que les États-Unis tiennent à tout prix à ce que cette paix vienne très vite et que les deals entre les États-Unis et la RDC puissent prendre sa vitesse de croisière. Donc, il y a eu, et tout ceci confirme les incidents qui se sont passés le 4 décembre, que effectivement, on a senti que Boulos était dans une sorte de jeu qui ne disait pas son nom, un jeu vraiment tendant parce que nous, au niveau du centre, on ne fait pas des affirmations sans preuve. On ne peut pas affirmer qu'il a été corrompu, mais on affirme tout le moins que on a senti de sa part une certaine nonchalance, une certaine légèreté dans le rapport qui était donné au président américain. Et tout cela profitait à qui? Ça profitait au Rwanda. Parce que ça fait gagner le temps au Rwanda, ça fait ridiculiser le président américain qui, dans ses différentes sorties médiatiques, dit que Kimia ici Koti Bituba ici Sili, voici, je suis le champion de la paix, j'ai imposé la paix entre la RDC et le Rwanda. En même temps, sur le terrain, la situation est différente. Donc, l'attitude de Boulos et le mensonge éhonté du président rwandais qui a été dit et traduit dans la photo. Je crois que vous voyez, quand les gens qui ont étudié les body language savent vous dire. Ouais. Ça, c'est un président qui est debout là, tremblant, tout tremblant, devant la colère rouge de Donald Trump. Tu sais comment Donald Trump ridiculise les gens. Et voilà, et vous voyez un autre en face de lui qui est tout en confiance, en train de le doigter. Vous voyez ce que c'est. Donc, le monsieur avait passé un très mauvais quart d'heure.
Il a passé un très mauvais quart Et d'heure. puis, son regard ne tourne pas vers ni Trump, ni Tshisekedi. Il regarde ailleurs. Il n'est pas en mesure de fixer son regard ni à Tshisekedi, ni à Trump. Donc, il se voit accusé. Et même la manière dont il pose ses mains, il n'attend que des cracas pour être menotté. Et puis, alors, voilà, et donc, cela montrait clairement qu'il avait menti. Alors, voilà pourquoi, aujourd'hui, ce que vos téléspectateurs doivent retenir, c'est que, à la suite des auditions du 22, le Congrès américain n'a pas croisé les bras. Ils sont en train de travailler sur des sanctions et les sanctions, selon nos informations, ce sont des sanctions ciblées. Et la première cible, c'est cette fois-là le président rwandais lui-même. Ça peut alors, aller dans des sanctions. Quelles peuvent être ces sanctions? Allez-y. Oui, allez-y. Généralement, quand nous avons vu le type de sanctions que les Américains prennent pour des personnes qu'ils ciblent, c'est d'abord l'interdiction de voyager, l'interdiction de visa, et ils frappent aussi les personnes. Les sanctions financières, ce sont le gel des avoirs. On peut geler vos avoirs, on gèle tous vos comptes bancaires parce que le dollar américain est traçable. Ils le savent, le Trésor américain sait où est-ce que vous avez vos comptes bancaires. On peut les bloquer, on peut vous interdire de voyager, vous, vos enfants, dans tous vos dépendants et vos proches. On va vous interdire d'accéder aux moyens de paiement américains, comme la carte Visa, la Mastercard. Donc, tout est bloqué. Et puis, toute entreprise ou tout citoyen américain ou quiconque va transacter financièrement avec vous et s'expose aussi en danger.